À la Libération, c'est dans un premier temps le gouvernement provisoire, présidé par le général de Gaulle, qui gouverne. Et la situation politique est que tout le gouvernement de Vichy, dans son ensemble, est rejeté dans le camp de ce qu'on appelle les collaborateurs. Mais en même temps, de Gaulle construit une image de la France résistante. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un peu les résistants, hein, qui sont d'exemplaires, et puis les collaborateurs qui sont d'abominables crapules. Mais avec beaucoup de paradoxes, c'est qu'en réalité, dans les partisans du maréchal Pétain et les personnes du gouvernement de Vichy, d'abord il y a eu plusieurs époques, hein, il y a des gens qui ont évolué bien sûr au cours du temps, et puis vous avez le cas des communistes. Il y avait beaucoup de gens de gauche à Vichy, hein, il y avait la cohérence idéologique de la Révolution nationale, du gouvernement de Vichy, etc., était faible. Mais il y avait beaucoup de gens de gauche, et notamment dans les collaborateurs, dans les collaborationnistes, si on peut dire. Vous avez par exemple Déa qui a fondé, qui a été un des plus grands collaborationnistes, qui était un ancien ministre du Front Populaire. Vous avez Doriot, qui est fondateur du Parti Populaire Français, qui est une sorte de parti fasciste, un peu inspiré du nazisme, bon, et c'est un ancien du Parti communiste. Mais voilà, on va soit être résistant, soit être collaborateur, avec ce paradoxe que les communistes, eux, Maurice Thorez a déserté en 1940, il a passé au moment du pacte, c'était à l'époque du pacte germano-soviétique, et il revient en France et il devient ministre. Parce que il se trouve qu'on était alliés des communistes, et donc les communistes se trouvent dans le camp de la liberté, aux côtés des Américains, vous voyez, les soviétiques. Et du coup les communistes aussi. Donc les communistes, eux, sont réhabilités. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal. Et tout ça va se traduire par une espèce d'omerta sur ce qui s'est passé pendant l'occupation, hein, par exemple la rafle du Veldiv et la participation de la police française, quand il va y avoir un livre qui va sortir dessus, quand sous la Ve République, il va être interdit. Il ne faut pas en parler. Les collaborateurs, c'est des salauds, ça ne peut pas être la police française. Donc vous voyez, il y a des paradoxes comme ça, beaucoup de choses ont été mises sous le boisseau et sont revenues avec violence aujourd'hui. Plus tard, à partir des années 70, et du coup paraissent des choses très tendues aujourd'hui, mais à l'époque, les gens se sont tus parce qu'on les a fêtés. Notamment, il y a eu l'épuration. Il y a eu d'abord une épuration sauvage, hein, dont il est difficile d'évaluer le nombre de victimes, parce que donc Robert Aron, un historien, les estimait à 100 000 personnes. Bon, aujourd'hui, souvent on dit 10 000 personnes, enfin c'était beaucoup. Hein, il y a eu Gagouin, qui était un résistant communiste, qui a mis à feu et à sang le département de la Haute-Vienne. Vous avez aussi Samuel Aubrac, qui a été préfet des Bouches-du-Rhône, je crois, et qui a été tellement sanguinaire qu'on l'a destitué. Hein, vous avez Louis Renault, qui a été assassiné, etc. Ça, c'est l'épuration sauvage, hein, qui a été menée beaucoup par le Parti communiste, avec la complicité souvent des autorités, puisque vous savez que Louis Renault, donc les entreprises Renault et continué de fabriquer des camions qui ont été achetés par les Allemands, a été mis en prison, et on laissait les communistes entrer dans la prison pour le tabasser. Au bout de quelques temps de ce régime, il est mort. Et il y a eu une épuration légal. Ah oui, il faut aussi que je parle de ça. Vous savez qu'il y avait les FFI, et puis les communistes avaient gardé leurs propres troupes armées qui étaient les FTP. Donc une grande question qui se posait, c'est est-ce que ces FTP vont faire comme c'est le cas d'ailleurs par exemple en Grèce, hein, tenter une révolution communiste ou pas. En réalité, Moscou a décidé qu'il allait imposer le communisme dans les pays occupés militairement, c'est plus simple, et que les pays non occupés militairement, on ne ferait pas la révolution. Donc les FTP ont fini par être désarmés. Bien, et l'épuration judiciaire a abouti à 35 000 condamnations, dont 2800 à la peine de mort et dont 767 ont été exécutés. Donc Pierre Laval a été exécuté après un procès totalement inique, et à la surprise générale quand même, à une grande émotion de la plupart des Français, Pétain également a été condamné à mort. Sa peine a été commuée en détention perpétuelle, il a fini ses jours à l'Île-Dieu. Et ça a suscité une grande émotion parce que la plupart des Français ne s'y attendaient pas du tout.
Il n'avait pas compris que De Gaulle avait creusé ce fossé entre la France libre et la France occupée, notamment par l'exécution, qui est plutôt un assassinat judiciaire de Pucheux, et puis l'assassinat de Darlan. Voilà, il y a une épuration de l'administration, on renvoie un certain nombre de fonctionnaires. Les journaux qui ont continué de paraître pendant l'occupation sont confisqués. Et les maisons d'édition aussi, comme par exemple Gallimard s'approprie la maison de Noël, qui avait publié Céline. Et il y a un certain nombre d'écrivains qui sont interdits de publication, Giono, Castelot, enfin il y a beaucoup. Et curieusement, d'autres qui avaient continué d'être publiés et de faire jouer leurs pièces pendant l'occupation, comme Jean-Paul Sartre, ne le sont pas, parce qu'ils sont dans le bon camp, ils se sont placés du côté des résistants, alors que certains l'étaient vraiment, d'autres non. Voilà, et le gouvernement provisoire, donc, ne fait pas quand même que ça, et il va prendre par ordonnance de très nombreuses mesures. Et le paradoxe, il va prendre des mesures d'une importance très grande, qui seront prises par un gouvernement provisoire, une assemblée consultative, qui ne sont élus ni l'un ni l'autre, et qui existent toujours aujourd'hui. D'abord, les houillères sont nationalisées, les compagnies aériennes sont nationalisées. Donc, elle va fabriquer, constituer la compagnie Air France. Renault est confisqué à son propriétaire et nationalisé. Ça devient ce qu'on appelle une régie. L'électricité, le gaz, il y a des compagnies privées, elles sont nationalisées, ça devient des administrations. Qui vont être co-dirigées pratiquement par les syndicats, c'est-à-dire par la CGT, plusieurs compagnies d'assurance, plusieurs banques. Voilà. On crée les comités d'entreprise. Dans les entreprises de plus de 100 salariés, il faut un comité d'entreprise, celui qui donne des petits cadeaux de Noël et organise un spectacle de clowns, et puis d'autres, des chèques vacances, avec tout ce que vous voulez. Ça existe toujours. Et puis on crée, en supprimant d'ailleurs des compagnies d'assurance existantes, de prévoyance, on crée la sécurité sociale, qui est obligatoire, universelle. Les cotisations sont obligatoires, et surtout, il n'y a pas, ce ne sont pas vraiment des caisses. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les cotisations et les prestations. Tout ça est défini par des lois, en réalité. Et donc, le résultat, pratiquement, et c'est un système uniquement de répartition. C'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent qui payent pour que ceux qui sont déjà à la retraite, et non pas pour leur propre retraite plus tard. Ça, c'est le système de la capitalisation. C'est un système purement de répartition. Comme il y a beaucoup d'enfants, ça marche très très bien. On a des prestations très très généreuses. Aujourd'hui, qu'on n'a plus d'enfants, eh bien, le système est en faillite. Mais c'était prévisible dès le début. Dès 1840, les économistes avaient dit, si on nationalise la sécurité sociale, elle sera en déficit. C'est le cas. Et on crée aussi un commissariat général au plan. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'à l'époque, donc, l'Union soviétique s'est retrouvée par la guerre dans le camp de la liberté, etc. Et elle occupe la moitié de l'Europe, et les pays ont mobilisé des économies de guerre, l'État a beaucoup intervenu, et donc beaucoup de gens pensent qu'en fait on va vers le socialisme. Et qu'en tout cas l'Europe occidentale va vers un certain socialisme qui serait intermédiaire entre le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Et c'est particulièrement vrai chez le général de Gaulle, qui veut que la France soit indépendante, soit différente des États-Unis. Et donc, il est pour l'économie planifiée. Et c'est pas tout ça, il faut quand même qu'il y ait un régime politique. On ne peut pas rester dans le provisoire. Donc, le général de Gaulle organise des élections, il donne le droit de vote aux femmes, ce qui déplaît beaucoup à la gauche, parce qu'elle trouve que les femmes, elles votent trop à droite, puis elles sont trop catholiques. Et puis... il organise en même temps, contre l'avis de l'Assemblée consultative, ces élections sont couplées à un référendum. Et la gauche n'aime pas les référendums parce que ça lui rappelle les mauvais souvenirs de Napoléon III et même de Napoléon Ier. Ce qu'on appelle la démocratie plébiscitaire. Pas tout ça. De Gaulle, lui, aime bien ça. Et le 21 avril 1945, ont eu lieu des élections générales et un référendum qui demande aux Français, est-ce que vous voulez que l'Assemblée soit constituante, et 96% répondent oui, ce qui est quand même le bon sens. La répartition des forces politiques, le premier parti de France, ça avait resté longtemps, c'est le Parti communiste, 26% des voix. Ensuite, vous avez un mouvement nouveau qui prend un peu la place des partis qui ont été discrédités par l'occupation, soit par leur comportement, soit par leur propre qu'on a jeté sur eux. Ça va être le mouvement républicain populaire qui est plus ou moins démocrate chrétien.
23%, et la SFIO, c'est-à-dire les socialistes, 23%. Tous les partis qui ont été très forts pendant la Troisième République, les radicaux, divers modérés, sont laminés, ils ont le dernier quart des voix. Voilà à peu près ce qui va se passer. Et je vous raconterai, après cette élection, puisqu'il y a une assemblée constituante, quel genre de constitution cette assemblée a rédigé.